Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, une émission tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Une émission axée sur la santé mentale et les discriminations, ce sera le fil rouge de notre émission. Autour de moi sur ce plateau, trois invités. Gérard Guiez à ma droite, docteur en philosophie qui nous vient de Clermont-Ferrand. Aude Caria, directrice de Psychom Paris, et Émilie Young, directrice de Migration Santé Alsace. Monsieur, mesdames, bonjour. 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 Alors nous sommes réunis autour de ce plateau pour comprendre les mécanismes des discriminations dont font l'objet les personnes atteintes de troubles psychiques notamment. Nous allons commencer avec vous, Gérard Guiez. Nous allons réfléchir à cette thématique de discrimination, puisque vous êtes, je le rappelle, docteur en philosophie et vous avez d'ailleurs fait quelques kilomètres pour nous rejoindre jusqu'ici en Alsace. Je vous remercie. Alors on va déjà commencer par définir ce thème de discrimination, de votre point de vue. Oui, alors ce qu'on appelle discrimination, c'est une attitude individuelle ou collective qui engendre une disqualification sociale. C'est-à-dire qui engendre des situations où on suspend des droits à partir de normes ou à partir de critères. Alors ces critères, ça peut être des critères qui sont liés à l'âge, qui sont liés au sexe, qui sont liés à l'apparence, qui sont liés à l'origine ou à une situation de handicap, à la santé, pour ce qui nous concerne plus directement ici. Et donc, on institue des critères qui deviennent des obstacles, et qui sont des obstacles à l'égalité, des obstacles à l'inclusion, comme on dit aujourd'hui, et cela en raison d'une disqualification qui affecte des personnes, et qui les affecte de manière assez particulière, à savoir qui les affecte d'un regard négatif. C'est-à-dire que je dirais qu'une discrimination, c'est attribuer à des personnes une identité négative. Et quel est le mécanisme principal de ces discriminations? Comment est-ce que les discriminations sont générées par une société? Alors je crois que le mécanisme principal, nous verrons si effectivement il est effectivement principal ou pas, c'est chaque fois que l'on réduit un être à son état. Par exemple, si je réduis quelqu'un à son état physique, le handicap, si je réduis quelqu'un à son état mental, une maladie mentale, si je réduis quelqu'un à ses incapacités, par exemple, si je réduis quelqu'un à ses symptômes, à ses déficits, là je produis quelque part une disqualification possible. Parce que, pour le dire très simplement, aucun malade n'est qu'un malade. Aucun délinquant n'est qu'un délinquant, etc. Et donc dès que je réduis un être à son état physique ou mental, j'engendre ce qu'on appelle une disqualification. Alors ça veut dire que, pour le dire peut-être un petit peu autrement, ça veut dire qu'il y a stigmatisation lorsque je donne à une situation particulière, une situation de handicap par exemple, carrément une identité. Pas simplement une situation parmi d'autres, mais je vais considérer que la situation dans laquelle se trouve la personne lui confère une identité, et donc le mécanisme, c'est toutes les visions identitaires, ou ce qu'on appelle aussi des visions normatives, c'est-à-dire qui prescrivent des normes, et donc qui fabriquent de l'inclusion et de l'exclusion. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de discrimination? À quel moment est-ce qu'on bascule en fait dans la discrimination? Parce que quelque part on est tous un peu différents, enfin on a tous notre personnalité, on a tous nos différences. Oui, alors ça, oui, on a tous nos différences, simplement il y a des différences que l'on juge acceptables, et il y a des différences que l'on juge négatives ou non acceptables. Je crois que c'est à partir de là, parce que le mot différence est un mot insuffisant justement, parce que dans les différences, il y a des différences, si vous me permettez de le dire comme ça. Il y en a qui sont parfaitement tolérables, et puis il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ne tolèrent pas la différence de couleur, il y a des gens qui ne tolèrent pas une situation de handicap, etc. Et donc je crois que chaque fois que dans la différence, on marque quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la différence, mais de l'ordre d'une rupture, on institue véritablement un mécanisme de ce genre. Est-ce qu'on peut référer à ce côté, enfin vous qui êtes docteur en philosophie, est-ce que ça se réfère à la normalité? Enfin voilà, on a la normalité, on a les différences qui peuvent conduire à des discriminations. Si c'est un peu, est-ce qu'on peut parler de ce schéma-là? À condition d'être prudent, parce que il n'existe pas de société sans normes. Alors simplement, il y a des sociétés où les normes sont plus bienveillantes, sont moins sévères, sont plus inclusives que d'autres. Mais il n'y a pas de société sans normes. Simplement, il y a des normes qui ont
qui tolèrent un certain nombre d'écarts à leur égard, et il y a des normes qui sont beaucoup plus prescriptives et qui deviennent à ce moment-là véritablement excluantes. Donc je crois que ne pas rêver d'une société non normative, parce que si vous prenez y compris les sociétés dites primitives, les travaux de Lévi-Strauss là-dessus ont été par exemple décisifs, c'est plein de normes partout. Vous voyez, simplement, c'est pas des normes telles qu'on peut les connaître nous, et en tout cas, c'est pas des normes qui se définissent par rapport à un pathologique. Et c'est là que ça se distingue. Et comment rendre une société plus inclusive? Parce que vous l'avez dit, il y a des sociétés qui le sont plus ou moins. Comment la rendre plus inclusive? Alors, je crois que pour y parvenir, il va falloir qu'on apprenne à penser autrement. Et à penser autrement, alors bon, c'est censé être ce que permet une philosophie. Penser autrement, pourquoi? Parce que la tradition républicaine, si vous prenez la tradition républicaine la plus historique, eh bien, dans cette tradition, on avait une approche de l'égalité qui consistait à faire abstraction des différences. Être un citoyen, c'est être un citoyen, quelles que soient les différences qui par ailleurs nous définissent. Donc on estimait que la citoyenneté pouvait s'acquérir par la similitude et non pas par la différenciation. Il fallait sortir de la notion de différence pour devenir un citoyen. Aujourd'hui, plus personne n'est dans cette tradition-là, et on estime qu'il faut apprendre à inclure des différences parce qu'il y a des différences de situation entre les êtres, et que par conséquent, égal ne veut pas dire identique. Égal, c'est une notion qui s'ouvre, c'est une notion qui prend de l'ouverture et qui veut dire simplement qui accepte des différences à condition qu'on les considère comme des semblables, qui mêle ensemble le semblable et le différent. On va dire que ce sont des hommes, même si leur situation est différente. Et on va dire qu'il faut que ce soit des citoyens et qu'ils aient les mêmes droits, même si leur situation est différente. Donc on n'associe plus l'égalité à la similitude. Et dernière question pour votre partie, pour la partie plus philosophique. Quel effet ont ces discriminations, ces stigmatisations sur un être humain? Alors, ça c'est difficile parce qu'il y a toujours un moment où la stigmatisation vient du fait que vous l'incorporez. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des élèves, je connais mieux le système scolaire peut-être que l'hôpital, il y a des élèves, suivant la manière dont ils sont orientés, eux-mêmes vont dire « je dois être nul ». C'est le côté absolument incroyable du système scolaire. Quand on vous dit qu'il faut que vous orientez, c'est que ça ne va pas. Autrement, allez-y, faites toutes les séries les plus nobles. Si on commence à vous dire il faudra vous orienter, ça veut dire que vous êtes en situation d'échec. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont concernées, les jeunes qui sont concernés, intériorisent complètement le modèle et peuvent dire eh ben voilà, je ne suis pas doué, etc., etc. Et vont considérer, vont incorporer effectivement ces normes qui pourtant ne leur sont pas favorables. Alors, je crois que oui, la discrimination à ce niveau-là, je crois que c'est peut-être, en tout cas pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'elle a plusieurs visages. Elle touche la sexualité, elle touche la santé, elle touche le racisme, on l'a bien vu encore relativement récemment. C'est-à-dire qu'on a vraiment du travail à faire pour apprendre à ne pas réduire un être à ses déficits, c'est-à-dire à ses étiquettes, à son étiquetage. Et il va vraiment falloir qu'on apprenne à penser autrement qu'à travers cette coutume qui est une coutume purement et simplement identitaire et normative. Merci Gérard Guez. On va penser autrement avec Aude Caria. Je me tourne vers vous. Vous êtes directrice de Psycom Paris. Avec vous, nous allons dans un premier temps tenter de comprendre d'où viennent ces discriminations. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous situer ce que c'est Psycom, une institution dont vous êtes la directrice? Tout à fait, merci. Donc Psycom, c'est un organisme public d'information sur la santé mentale. Donc nous produisons des documents d'information, un site internet, et nous agissons contre la stigmatisation et les discriminations, particulièrement dans le domaine de la santé mentale, en proposant différents types d'outils que tout le monde peut s'approprier pour organiser des actions, par exemple, pendant les semaines d'information sur la santé mentale.
Psycom donc est une ressource nationale sur la santé mentale. Nous coordonnons aussi le collectif national des semaines d'information sur la santé mentale qui d'habitude ont lieu au mois de mars et cette année ont été un peu bousculées et s'organisent un petit peu partout en France à la mi-octobre autour de la journée mondiale de la santé mentale qui a lieu le 10 octobre. Alors on a vu avec Gérard Guiez sa définition des discriminations d'un point de vue quand même philosophique, parce que vous êtes docteur en philosophie. Et vous, Aude Caria, pour vous, à quel moment on parle de discrimination? Qu'est-ce qu'on appelle une discrimination? Donc on va se retrouver, même si on n'utilise pas tout à fait les mêmes mots, mais c'est rassurant. On parle à peu près le même langage. de la même chose. C'est-à-dire, moi je pense que j'insisterai sur le fait que toute discrimination est une violence. Et ça, c'est vraiment au niveau de ce qu'on peut ressentir quand on se sent discriminé. C'est vraiment une violence contre l'individu, contre l'homme, la femme, quelle que soit cette personne. Donc cette dimension de violence des discriminations me semble importante. Après, nous, dans les actions que nous menons contre la stigmatisation, on utilise une métaphore qui est le cycle, ce qu'on a appelé le cycle de la stigmatisation et des discriminations, donc qui articule justement, je vais vous expliquer peut-être en quelques mots ces étapes-là. Donc il y aurait une première étape qu'on appelle stigmatisation, donc c'est le fait de désigner finalement une personne par une marque qui la distingue des autres. La marque, c'est le stigmate. L'origine, c'est une marque sur le corps qui était apposée, par exemple, un signe au fer rouge sur les esclaves dans la Grèce antique. On parle des stigmates du Christ, c'est-à-dire les marques qui montraient qu'il avait été crucifié, etc. Donc une marque. Et cette marque, elle peut être symbolique. Donc ça peut être, par exemple, on va désigner une personne par le fait qu'elle a une peau dite noire, ou qu'elle est un homme ou une femme, ou qu'elle est en situation de handicap, et on va en fait attribuer cette étiquette-là à la personne. La deuxième étape, c'est le fait de construire des stéréotypes, c'est-à-dire à partir de cette marque, on va, comme vous l'expliquiez un peu, c'est-à-dire qu'on va généraliser finalement la marque à l'identité de l'individu. Et par exemple, si on prend le domaine de la santé mentale, un stigmate, ça peut être quelqu'un qui a reçu un diagnostic psychiatrique, ça va fonctionner comme un stigmate, ça va être une étiquette posée sur la personne, ou le fait d'avoir été hospitalisé en psychiatrie, ça va être une étiquette. Et on va réduire cette personne à ce stéréotype-là, qui peut être par exemple, alors il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues autour des questions de santé mentale et de psychiatrie. Par exemple, la plus répandue, c'est quelqu'un qui a un problème psychiatrique est forcément dangereux ou dangereuse. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur, on pourrait dire, de l'imaginaire collectif autour des problèmes de santé mentale. Le stéréotype, troisième étape, à partir de ça, on va séparer les gens. Alors quand je dis on, c'est la société dans son ensemble, c'est tout ce qu'on fait inconsciemment quand on classe les personnes qu'on rencontre. Inconsciemment, on classe tout le temps les gens. Et on se compare toujours. Et donc le fait de séparer par rapport à une étiquette, à une marque, c'est construire le mécanisme même qui est de séparer eux, nous. C'est-à-dire eux, les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Ceux qui ont un diagnostic psychiatrique. Donc les gens qui ont des problèmes psychiatriques, et nous, les normaux, nous, les dominants, en fait. Parce qu'on retrouve toujours cette notion hiérarchique aussi. Les mécanismes de stigmatisation et de discrimination, ils sont là aussi pour affirmer des hiérarchies dans la société et penser de manière hiérarchique avec des gens qui seraient supposés être mieux, meilleurs, plus intelligents, plus puissants, etc. et d'autres qui sont dominés. Et la dernière étape de ce cycle, c'est la discrimination. C'est-à-dire qu'on plaque les étiquettes, on stéréotype, on sépare, eux, nous, et du coup, la discrimination, au sens juridique, c'est le fait de traiter différemment une personne du fait d'une de ses caractéristiques. Donc en France, c'est défini comme ça, et en France, la loi définit précisément différents types de discrimination, c'est-à-dire le fait de traiter différemment, c'est-à-dire comme vous l'expliquiez, ne pas maintenir l'égalité de certaines personnes vis-à-vis du droit, par exemple, du fait qu'elles ont un handicap physique, psychique, un diagnostic psychiatrique, une couleur de peau différente, une orientation sexuelle différente. Et du fait de ça, dans une situation donnée, la personne ne va pas avoir les mêmes droits. Par exemple, une femme
n'aura pas le même salaire qu'un homme dans certaines situations de travail. Et ça, il n'y a aucune explication, puisque c'est à compétence égale. Donc on est dans un cas de discrimination. Ça peut être une personne qui a un diagnostic de trouble bipolaire, par exemple, à laquelle on va refuser un prêt bancaire, juste sur cette notion-là. Pas parce qu'elle n'a pas d'autres... Elle n'a pas les ressources nécessaires. Voilà, c'est juste... Voilà, donc là, on est vraiment dans une situation de traitement différent vis-à-vis de la loi. Donc effectivement, en France, on a une loi qui nous protège. Il y a 26 situations différentes, 26 critères différents qui nous protègent. Malheureusement, quand on est en situation de discrimination, on n'a pas forcément l'énergie, la volonté, le pouvoir de faire respecter ses droits. Justement, c'est quoi l'impact de ces discriminations sur une personne atteinte de troubles psychiques qui est déjà fragilisée parce qu'elle doit combattre la maladie? Comment ça se répercute? C'est un impact fort. C'est pour ça aussi que j'utilisais le terme de violence, puisque les discriminations, quelles qu'elles soient, par rapport à l'accès au logement, par rapport à l'accès à l'emploi, par rapport aux loisirs, par rapport à l'accès à l'espace public, c'est une violence qui a un impact sur la santé mentale de toutes et de tous, qu'on ait ou pas des problèmes psychiques, en fait. Et donc, les discriminations ont un impact sur la santé mentale, voire augmentent certains problèmes de santé mentale existants. Donc, à ce titre, on est vraiment à la même enseigne. C'est-à-dire, il n'y a pas, encore une fois, d'un côté, les gens qui auraient des problèmes psychiques et qui seraient... Voilà, et d'autres qui n'en ont pas et qui seraient plus résistants à la discrimination. Je pense qu'on peut tous et toutes être victimes de cette violence-là et que ça nous impacte, surtout quand c'est répété, des micro-agressions quotidiennes, etc. Ça peut impacter notre équilibre psychique. Oui, parce que vous le dites, on a tous une santé mentale et au cours de notre vie, on a tous affaire à des discriminations au final. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que ça affecte plus des personnes déjà en fragilité, avec des troubles psychiques? Comment vous ressentez les choses? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des discriminations qui peuvent être encore plus violentes, perçues de manière encore plus violente quand on a des troubles psychiques, parce qu'il y a aussi, c'est associé à un sentiment d'injustice très fort. Si on prend l'exemple de l'accès à des soins somatiques, et je pense que Émilie va l'évoquer tout à l'heure, on sait très bien, et beaucoup de personnes ont déjà vécu ça, que si on se présente, par exemple, aux urgences d'un hôpital général, pour un problème somatique, une douleur au ventre, que sais-je, si au cours de l'examen on se rend compte, les soignants se rendent compte que la personne a un parcours psychiatrique par exemple, ça va faire qu'ils vont regarder cette personne au travers de ses lunettes diagnostiques en fait. C'est-à-dire c'est ça la stigmatisation en fait, on met des lunettes, les lunettes de la stigmatisation qui nous font voir les gens différemment. Voilà. Et le fait de voir cette personne au travers de ce diagnostic psychiatrique, ça peut entraîner des comportements discriminatoires où, par exemple, on va peut-être dire « Ah, mais c'est un patient psy, donc ça doit être un délire. En fait, il n'a pas mal au ventre. Il imagine des choses. » Et ça peut être une perte de chance, traitement différencié. On ne traite pas la personne pareil que s'il n'y avait pas cette étiquette. Et ça peut être une perte de chance. La personne va attendre plus longtemps pour avoir un examen, va attendre plus longtemps pour avoir des soins. Et ça peut mettre en danger de vie la personne du fait de ce mécanisme-là. Donc ça peut aller très loin, la discrimination. Après, j'ai envie de dire, l'équilibre psychique, il dépend de chaque personne. Il dépend des ressources qu'on a pour faire face à ces événements-là, faire face aux discriminations, faire face aux violences. Justement, ce schéma, est-ce qu'on peut le rompre à un moment donné, ce schéma de la discrimination? Je pense que, et là je vous rejoins aussi, je pense que déjà, par exemple, ce type de débat apporte sa contribution au fait d'ouvrir la parole dans l'espace public sur ces questions-là. Parce que ça permet une prise de conscience pour tout le monde. Et de se dire, tiens, peut-être que moi aussi, en fait, j'ai des idées reçues, peut-être que moi aussi, je peux être consciemment ou pas discriminant au niveau de mon travail, en tant que voisine, collègue, etc. Et donc, cette prise de conscience, elle est déjà importante. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est de donner la parole aux personnes qui sont directement victimes de ces violences. Voilà, parce que le témoignage, la prise de parole publique aide à mieux comprendre, à s'identifier et à faire ce chemin sur soi aussi
de réflexion, de déconstruction et de déconstruire, oui, ces idées reçues, parce qu'on en a toutes et tous. Merci beaucoup, Aude-Caria. On va continuer à essayer de comprendre ces mécanismes de discrimination avec vous, Émilie Jung. Alors, vous êtes directrice de Migration Santé Alsace. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous situer ce qu'est cette association ? Oui, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation. Alors, Migration Santé Alsace, c'est une association qui existe depuis 1975, donc on est assez ancien sur le territoire. Et notre objet, c'est la promotion de la santé des personnes migrantes et de leurs familles. Donc à travers l'accès aux droits, l'accès aux soins en santé mentale et en santé somatique, et la non-discrimination dans les soins. Alors vous avez édité un guide national qui s'appelle « Vers plus d'égalité en santé ». C'est un guide dont l'objet est de prévenir les discriminations pour plus d'égalité et de santé. Alors ce guide, c'est le fruit en fait de 10 années de travail, 10 années au cours desquelles vous avez compilé les sources de discrimination. Qu'est-ce qu'il en est ressorti dans les grandes lignes? Parce que je pense qu'il en est ressorti plein de choses. Oui, alors ce guide, c'est vrai, donc juste pour replacer, donc notre association, c'est vrai, on a 2 axes d'intervention principaux. On a un axe autour de l'interprétariat professionnel dans les soins, qui est déjà un outil finalement pour permettre une égalité d'accès aux soins pour les personnes qui sont non francophones. Et on a un deuxième axe de travail autour de temps de sensibilisation et de formation de professionnels autour des questions de discrimination. Et c'est dans ce deuxième axe qu'on a conçu ce guide. Donc effectivement, ça a été plus de 10 années de travail où on a en fait compilé ces temps d'échange, de formation, de réflexion qu'on a pu faire avec les professionnels, et puis qu'on a aussi confronté avec des structures au niveau national, puisque ce guide il est pensé à envergure nationale et il a été conçu avec 24 autres structures grâce à un financement de Commissariat général à l'égalité des territoires et de l'espace régional d'éthique du Grand Est. Donc ce qui ressort de ce guide, eh ben, c'est d'abord que ce n'est pas une évidence de parler de questions de discrimination dans les soins, parce que souvent quand on va entendre le terme de discrimination, on va plus faire référence à des situations dans le cadre du travail, de l'emploi, du logement. Il y a un peu l'idée finalement que la santé, ça serait hors des relations sociales, qu'il y a un droit pour tous à être soigné, puis que notre système français, c'est un peu un des meilleurs du monde. Et du coup, finalement, qu'est-ce que viendrait dire d'un coup la discrimination dans l'accès aux soins ? Donc, du coup, il a fallu aller un peu contre cette idée perçue qu'il n'y avait pas de discrimination dans les soins. Et ça, c'est vrai qu'en rencontrant des soignants et en passant, du coup, beaucoup d'heures de travail auprès des soignants, des professionnels de la santé et du social, eh bien, ils nous ont fait remonter tout un certain nombre de problématiques qui nous ont permis de nous dire qu'il y avait de vrais enjeux à travailler la question des discriminations dans les soins. Donc c'est vraiment l'exemple qu'a donné Aude-Caria aux urgences qui est très intéressant parce qu'on voit bien comment dans la prise en charge finalement il va y avoir une inégalité de traitement. Et à travers ce guide, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre des situations pour justement réfléchir concrètement sur le terrain, dans les pratiques, et bien qu'est-ce que ça signifie les discriminations. Et du coup, en partant de ces situations problématiques, l'idée, ça va être vraiment comment est-ce qu'on garantit un droit effectif des personnes, un droit de tous et toutes à la santé. Donc derrière, il y a vraiment un combat pour l'égalité. Ça, c'est une des premières choses qui ressortent du guide. Ce qui ressort également, c'est qu'on a des formes très diverses de discrimination dans les soins. On n'en a pas une. La plus connue, c'est la personne qui se présente pour un rendez-vous et qui est bénéficiaire donc, de ce qui était la CMUC et qui est aujourd'hui la complémentaire santé solidaire, et puis qui se voit refuser le rendez-vous sur ce critère-là. Donc ça, c'est ce qu'on connaît le mieux comme type de discrimination dans les soins. Mais ce qui nous a semblé très intéressant, c'est de travailler aussi sur toutes les situations plus diffuses, plus quotidiennes. Justement, comment finalement les propos déplacés qu'il peut y avoir et qui vont accompagner le soin, une prise en charge qui va être moindre, etc., etc. Et c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce guide. Vous avez vraiment mesuré en fait la discrimination en santé. Comment est-ce qu'elle elle est générée et comment elle fonctionne en fait ? Mesurer, nous, on ne l'a pas mesuré. En étant en fait aux côtés des professionnels de terrain, vous avez pu vous rendre compte des situations discriminantes. Vous en avez donné quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont révélatrices en fait ? Oui, parce que donc, nous, on n'est pas en capacité de mesurer, mais il y a des études qui peuvent mesurer
ces questions de discrimination. Oui, alors on en a eu plein d'autres et du coup on a cherché à sélectionner, sachant que dans notre cas aussi, concernant notre guide, on s'est limité à certains critères de discrimination parce qu'on ne pouvait pas les traiter toutes. Donc on a pris comme critère la question de l'origine, du sexe, de la précarité et du lieu de résidence. Comme type de situation qu'on a pu évoquer, par exemple, on a un professionnel qui va faire les soins à une personne, mais qui ensuite, au moment de faire le dossier pour la MDPH, va dire non, cette personne qui était donc d'origine étrangère, cette personne a suffisamment bénéficié de soins en France, il n'y a pas de raison qu'elle bénéficie en plus d'une allocation adulte handicapé. Voilà, ça c'est une autre situation qu'on a pu aborder. Il y a la question aussi d'un patient qui ne parle pas français, qui vient avec des problématiques de santé mentale dans un hôpital, qui vient accompagné d'un travailleur social et en disant que donc le travailleur social avait eu accès à un interprète et donc à ce moment-là, la personne avait dit qu'elle souffrait d'envie suicidaire et l'hôpital ne va pas prendre en charge cette personne en disant on n'a pas de possibilité d'interprétariat, rien par rapport à la langue. Du coup, la personne ne va pas être hospitalisée. Voilà un autre exemple que je pourrais vous donner. Et vous parliez d'études pour mesurer la discrimination en santé. Est-ce que vous avez une étude, des chiffres à nous partager peut-être ? Alors oui, il y en a quelques-unes. Ouais. Comme dit, il y en a moins que dans d'autres champs comme l'emploi, etc. Donc les plus connus qu'on a, c'est les enquêtes par testing. C'est-à-dire que, on va, par exemple, sur cette question du refus de rendez-vous, on va appeler un cabinet et puis d'abord on va se présenter par exemple comme un patient lambda, demander un rendez-vous et ensuite on va se présenter comme un patient avec une caractéristique différente. Très souvent, c'est la question de la protection maladie, donc la CMUC ou l'aide médicale d'État, mais il y a aussi des testings qui existent sur d'autres critères. Voilà, notamment par exemple le fait d'être séropositif, etc. Et puis du coup on va comparer les résultats et on va voir est-ce que effectivement on a le même accès au rendez-vous ou pas. Donc toutes ces études, elles montrent qu'il existe des discriminations avec des taux variables en fonction des spécialités médicales, des territoires, etc. Et la dernière en date, c'est une qui a été effectuée par le défenseur des droits en novembre 2019 et qui va montrer que 15% des consultations médicales donc, chez les psychiatres libéraux, il y a 15% de discrimination. Donc ça veut dire que dans 85% des cas, il n'y a pas de discrimination, c'est intéressant aussi de le rappeler, mais que quand même, on est sur des enjeux qui ne sont pas négligeables, puisque du coup, ça veut dire 15% des patients qui n'ont pas accès à une consultation psychiatrique. Et quel est l'objectif aujourd'hui pour ce guide national ? Alors, l'objectif du guide vers plus d'égalité en santé, c'est d'abord de sensibiliser les professionnels de la santé et du social à la question des discriminations dans l'accès aux soins. Donc, comme dit, on s'est centré sur quelques critères, surtout que pour des raisons pratiques, on ne pouvait pas prendre l'ensemble des critères parce qu'on est déjà sur un guide de 60 pages et sinon, je pense qu'on aurait dû faire une encyclopédie. Maintenant, c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut toujours faire des comparaisons. Et du coup, ce que nous, on a développé pour certains critères, ils peuvent sans doute être utilisés aussi pour d'autres critères. Par exemple, les exemples que donnait Aude sur la question des étiquettes, ça, on va pouvoir le retrouver finalement quel que soit le critère. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de sensibiliser ces professionnels de la santé, du social et aussi les bénévoles associatifs qui peuvent accompagner les publics à travers l'idée de donner des grands éléments de cadrage, d'analyser des situations concrètes. Donc, on a 8 situations qui sont analysées dans le détail et puis de proposer des pistes d'action. Et ces pistes d'action, c'est quoi ? Alors, les pistes d'action, d'abord, on a le droit, parce que ça, c'est un aspect qui nous semble très important. Quand on parle de discrimination, on peut avoir des définitions différentes, mais on a un ancrage juridique. Et toute l'idée aussi de notre guide, c'est de rentrer par le cadre juridique sur ces questions de discrimination. Donc, de pouvoir mobiliser le droit et pour revenir sur les enjeux déontologiques et légaux, puisque on pense que ce n'est pas la même chose de dire à quelqu'un « attention, ces pratiques-là ne sont pas légales », plutôt que de dire « ce n'est pas moral » ou autre. Donc voilà, donc replacer l'enjeu du droit, ça nous semble essentiel. Mais après, le droit seul ne peut pas tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous semble aussi important de travailler sur les facteurs qui vont conduire à des discriminations, notamment à travers des enjeux de formation initiale et continue des professionnels et des futurs professionnels de santé et du social,
à travers la mise en réseau des professionnels, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de professionnels qui se sentent seuls face à ces questions et à ces problématiques. Et puis aussi à travers une implication institutionnelle forte sur ces enjeux. Après, vous entrez aussi, le droit, c'est une porte d'entrée dans ce guide. Et comment est-ce que vous le rendez accessible à un public de non-juristes, puisque votre guide ne s'adresse pas à des juristes? Oui, alors notre guide ne s'adresse pas à des juristes et n'a aucunement la prétention de transformer les personnes en juristes. Ce qu'on se dit qui est intéressant, et ça va reprendre un peu les définitions qui ont été données précédemment, mais on se dit on va partir de 4 ingrédients. Et si dans une situation, on a ces 4 ingrédients, on peut allumer tous les warnings et se dire que potentiellement, on est face à une situation de discrimination. Après, notamment si on veut mobiliser le droit, c'est toujours intéressant d'aller voir avec des jurys spécialisés, des associations spécialisées, etc. Mais au moins, ça nous donne une première lecture de la situation. Donc ces 4 ingrédients, c'est d'abord l'idée qu'on a un acte, une différence de traitement, un acte de sélection, de tri. Ça, c'est important, c'est pour se dire on n'est pas que sur l'intention, on n'est pas que sur une idée, on n'est pas que sur un stéréotype, mais on est vraiment à regarder qu'est-ce qui se passe dans les pratiques. Donc ça serait vraiment le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est finalement cette différence de traitement, elle est basée sur quoi? Quel est le critère qui va différencier les personnes? Et sachant que le droit définit tout un certain nombre de critères prohibés, donc on en a 25 dans le code pénal, on en a encore dans le code de la santé publique, etc. Ça, c'est aussi un élément important parce que quand on est soignant ou quand on accompagne des publics, on fait des actes de tri et de sélection tout le temps pour individualiser les prises en charge, pour que ça soit le plus adapté à la personne, etc. Donc l'idée, c'est pas, il ne faut pas faire de différence, mais c'est quand on fait des différences, à partir de quels critères on les fait. Et donc là, les critères prohibés ont déjà été cités, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais voilà, on a toutes. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le code pénal. Mais bon, disons que pour les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui, tout ce qui est autour du handicap psychique, par exemple, figure dans les critères prohibés par la loi. Gérard Guez, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je vous ai vu bouger. Juste, est-ce que je peux, parce que comme j'étais en train, est-ce que je peux terminer sur les ingrédients, je crois. Il m'en manque 2. 2 même, voilà, comme ça on aura la liste et après je vous laisse la parole. Oui, donc le troisième, c'est l'idée qu'il y a un préjudice pour la personne. Donc c'est de aussi regarder et s'interroger sur les conséquences pour la personne. Les conséquences en termes de retard aux soins, en termes de non-accès aux soins, en termes de préjudice moral aussi, d'entendre des remarques stigmatisantes, etc. Ça, c'est aussi un élément important parce que souvent, dans ces questions-là, on a tendance à se perdre en parlant de ce qui est la discrimination positive. Et or, la discrimination positive, c'est des programmes de politique publique qui ont l'idée, justement, de trouver une manière de pallier aux discriminations existantes. Mais le fait qu'on utilise le même terme, je trouve que ça rend les choses confuses. Donc, ce qui est important, c'est que si on regarde au regard du droit, on regarde sur les conséquences et il y a l'idée qu'il y a des conséquences négatives. Ça, c'est très important. Et enfin, le quatrième point, c'est de se dire que la loi ne couvre pas tous les domaines de la vie courante. Et par contre, il y a un certain nombre de domaines qui sont listés. Donc les domaines qui sont listés, ça va être tout ce qui est l'emploi, la formation, tout ce qui a trait aux biens et aux services publics. Et donc si on est sur les questions d'accès aux soins, on sait qu'on est dans un domaine où la loi sur la non-discrimination s'applique. Du coup, je résume, les 4 critères, c'est un acte de sélection basé sur un critère prohibé qui entraîne un préjudice pour la personne et dans un domaine encadré par le droit. Voilà. Quand on a ces 4 points-là, on peut se dire, attention, cette situation, elle est problématique. Les warnings s'alarment. Voilà. S'allument, pardon. Et s'alarment. Merci beaucoup, Émilie Young. Gérard Guez, à vous la parole, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est plus en complément de ce qui vient d'être dit. Pour qu'il y ait discrimination, il y a une condition qu'on n'a pas tout à fait évoquée et qui pourtant me paraît décisive. Il faut que ceux qui soient différents soient parmi nous. C'est-à-dire que s'ils étaient complètement dehors de la société, ça ne poserait pas problème. Lorsque la maladie mentale était enfermée derrière des murs épais, personne ne se préoccupait de discrimination. De la même manière, si les gens qui sont exclus étaient vraiment exclus et non pas dans le quartier d'à côté, ça poserait aucun problème. Les gens sont racistes, non pas avec les pygmées, ils sont racistes avec les gens qui sont à côté d'eux, parce qu'ils estiment qu'ils sont menaçants, ils peuvent prendre leur travail, ils peuvent prendre leurs filles, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui pose problème, vous parliez à très juste titre de dedans-dehors, c'est la barre.
Il faut que ce soit des gens quand même un peu dedans, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que l'exclusion ou la discrimination, elle a lieu au milieu de nous, dans une proximité sociale, et non pas à l'extérieur de la proximité sociale. Tout le monde sait bien que les exclus, ils sont à 300 mètres. Ils ne sont pas exclus au sens où ils seraient complètement à distance absolue de nous, sinon ça n'inquiéterait personne. Mais ils sont parmi nous. C'est pour ça qu'ils inquiètent. C'est pour ça aussi que la maladie, elle inquiète. Parce que cette personne en situation de maladie mentale, elle m'interroge la mienne santé mentale. C'est que tant que c'était enfermé, tout ça, tant que nous en étions protégés, tout le monde se sentait dans une normalité définitive. Mais est-ce qu'il y a une normalité définitive? Il n'y a pas de normalité définitive, bien sûr. Elle est toujours, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça veut dire que dans la vie, on est inconstant. Si votre chéri vous quitte, ça allait super bien, ça va plus du tout. Voilà, donc ça veut dire que être vulnérable, c'est ne pas être sûr d'être le même. C'est être inconstant. Et à ce niveau-là, eh bien, la santé mentale, mais enfin vous l'avez dit mieux que moi, donc je ne vais pas y revenir, la santé mentale, elle est extrêmement précaire. Mais ça, on le sait aussi depuis qu'ils sont là, et non plus bouclés. Merci. Peut-être ricocher sur ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est un peu la définition qu'on donne à Psycom de la santé mentale. C'est finalement une recherche permanente d'un équilibre tout au long de notre vie. Et ça, c'est dans ce sens-là que tout le monde a une santé mentale et qu'on ne peut pas concevoir la santé sans la santé mentale. En fait, c'est vraiment une composante importante de notre santé, mais souvent, quand on parle de santé, on oublie la santé mentale. Et on est effectivement, j'ai envie de dire, on est vulnérable, donc on est humain. Ça définit un peu notre humanité aussi, cette vulnérabilité. Et on l'a bien vu dans toute la période qu'on traverse, là, puisque je pense que on est nombreuses et nombreux à avoir pris conscience de cette vulnérabilité qui nous habitait, contre laquelle on essaye de lutter en vain. Et que, effectivement, la santé mentale, ça pourrait être ça, c'est-à-dire la recherche permanente d'un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie, entre les ressources qu'on a de par notre héritage génétique, notre éducation, notre histoire familiale, les obstacles qu'on peut rencontrer à l'extérieur aussi, les événements de vie, les choses positives, les choses négatives, et aussi les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. La loi, c'est une des ressources possibles dans le cadre des discriminations. Dire si les personnes qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations, effectivement le site du Défenseur des droits résume bien toutes ces questions-là, et c'est aussi une ressource si on veut agir quand on s'estime discriminé. Le guide me semble vraiment très utile, très pertinent. Il y a une sensibilisation importante à faire auprès des soignants qui souvent n'ont pas conscience d'être discriminants. Et puis d'autres ressources aussi sur le site de Psycom. On a fait en particulier des infographies qui expliquent avec l'iceberg. Voilà, il y a aussi l'iceberg, le cycle des discriminations et l'iceberg des discriminations, pour insister aussi sur le fait que stigmatisation, discrimination, on l'a dit, c'est pas juste des histoires de relations interindividuelles. Hein, c'est pas juste il m'a mal parlé, etc. C'est vraiment systémique, c'est-à-dire que ça infuse toute notre société. Les institutions, c'est aussi notre culture qui est baignée aussi d'idées reçues, notre imaginaire collectif. On l'a vu avec, vous évoquiez le mouvement Black Lives Matter, par exemple, ou Justice pour Adama, qui a fait ressurgir, mis en lumière l'imaginaire raciste de la France. Et ça, c'est pas juste des individus, c'est tout un héritage d'un pays qui a été un pays colonisateur, qui a été un pays qui a participé à l'esclavage, etc. Et tout ça, ça nourrit aussi des stigmatisations, des discriminations. Et c'est pareil, vous évoquiez le fait qu'il y a 100 ans, les personnes qui étaient désignées comme folles par la société étaient exclues dans des lieux comme ici, des lieux fermés, hors de la vue. C'était un système qui était de relégation sociale. On excluait les gens de la société. Cet imaginaire-là, de l'hôpital psychiatrique comme un lieu où on rentre contre sa volonté et on ne sait pas quand on sort,
ça continue à baigner nos idées reçues par rapport aux soins psychiatriques. Donc c'est vraiment quelque chose de très global qui fait notre société, qui fait notre culture, qui se transmet. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire changer les ça regards. Dure depuis très longtemps. Voilà, ça dure depuis longtemps. Et d'où l'importance aussi d'en parler, d'ouvrir cette parole et de l'écouter. Oui, ce qui est terrible, mais vraiment de terrible, c'est que les hommes ne comprennent les choses que lorsqu'ils les subissent. Et les femmes. Non mais oui, évidemment. Voilà, c'est-à-dire, c'est curieux, on comprend mal les choses quand on les exerce. On peut exercer le racisme tant qu'on ne le subit pas, mais le jour où on le subit, le jour où on subit la discrimination, ce jour-là, on change un peu. Et ça, c'est pour moi, philosophiquement, c'est une limite de la condition humaine, ne comprendre les choses que lorsqu'on en est la victime. Pour les comprendre avant d'en être la victime, il faut une grosse formation. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont possibles autour de la question de l'empathie ou autre. Parce qu'aussi sur ces questions, voilà, je pense que... Mais je voulais aussi rajouter par rapport à ce que vous disiez, Aude Caria, sur l'aspect aussi historique, etc. Ça me semble important et c'est des choses qu'on a aussi travaillé dans le guide. Quand on regardait les facteurs de discrimination, de voir ce qu'il y a autour des stéréotypes, des préjugés, etc. Mais de ne pas en rester à l'idée que ce soit une problématique individuelle. De tels soignants qui seraient intolérants ou autres. Parce qu'en fait, on voit qu'à chaque fois, dans toutes les situations qu'on a pu rencontrer, il y a des enjeux systémiques qui sont extrêmement importants. Et notamment là, je pense en termes de formation des professionnels et des futurs professionnels, où la question des discriminations, elle est très peu présente. Tout à fait. Je pense aussi à la question de la pression économique qu'il y a sur les hôpitaux. Et le fait du manque de lits disponibles, par exemple, du manque de temps. Alors quand une salle d'attente est pleine, on a beaucoup plus de risques finalement de se laisser guider par des représentations et des stéréotypes que de prendre le temps qui serait nécessaire à la parole et au dialogue et à l'empathie, etc. pour pouvoir justement se décentrer par rapport à ses propres représentations. Donc je pense qu'il ne faut pas penser la question des discriminations que par l'entrée stéréotypes et préjugés, mais vraiment l'intégrer de façon systémique, comment on fait, quelle est l'efficacité de ces préjugés et à quoi ils servent. Au niveau institutionnel, au niveau culturel, et peut-être en complément, et ça rejoint ce que vous évoquiez sur l'intériorisation qu'on peut faire, effectivement, comme ça imbibe toute notre société, tous les stéréotypes, toutes les discriminations, quelle que soit la raison, on a ce phénomène qu'on appelle l'autostigmatisation, c'est-à-dire le fait que les personnes qui sont victimes de stigmatisation, que ce soit par rapport à leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur diagnostic psychiatrique, elles sont aussi baignées dans tout ça. Elles n'ont pas une vision différente, mais elles l'incorporent en fait, et elles s'identifient à ça. C'est-à-dire elles vont se dire, si le stéréotype c'est qu'effectivement, si j'étais en psychiatrie, je suis dangereux, alors peut-être que je suis vraiment dangereux. D'accord. Voilà. Et donc ça va empêcher aussi, on va s'auto-empêcher certaines choses. On va dire, non, on m'a dit que si j'avais telle pathologie, je ne pouvais pas travailler, donc je vais même pas essayer de trouver du travail, parce que je risque d'être confrontée à un refus, mais c'est parce que comme j'ai intériorisé l'image que je ne pouvais pas travailler... Je peux être dangereux malgré moi. Voilà, je peux être dangereux malgré moi, je ne peux pas travailler. Enfin, on intériorise des tas de choses comme ça qui vont nous empêcher après de trouver une place dans la société, en fait. Merci beaucoup, Aude Caria. Merci, Gérard Guez. Merci Émilie Young. C'est la fin de notre émission. Je vous le rappelle, une émission spéciale tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. C'était le premier plateau avec une thématique qui était discrimination, en comprendre les mécanismes. J'espère qu'on vous aura un petit peu éclairé. Voilà, on a eu 3 points de vue très différents, mais qui se rejoignent quand même un petit peu. Je vous propose de nous retrouver dans le prochain plateau, discrimination, quelques outils pour agir. À très vite, salut!